Audio Jungle. Une journée ensoleillée, teintée de chaleur et de bonne humeur pour un nouveau numéro de Plateau Foot Europe. Chiffres, stats, analyses et commentaires sur les résultats du week-end avec nos spécialistes pressentis, lui, pour remplacer Joachim Löw à la tête de la Mannschaft. On attend sa confirmation. C'est un féru du foot allemand. Franz Dunyama, guten Morgen. Morgen Angelo, bonjour à toutes et à tous. Comment vous allez? On rend grâce et ouais. C'est un plaisir chaque fois d'être ici. Merci de votre fidélité. En tout cas. Ça n'arrive pas tous les jours. De toutes les façons, il faut quand même saluer votre disponibilité. C'est elle. Elle, son cœur bat pour le Paris Saint-Germain et elle a aussi un faible pour les Red Devils de Manchester United. Mais comment va-t-elle faire ce mardi devant sa télévision en Ligue européenne des champions? Fifi Assobabi, bonjour. Bonjour Angelo, c'est une question difficile à répondre. On verra bien le moment. On verra bien, n'est-ce pas? Je salue en tout cas tous les amoureux de cette émission, tous oui. ceux qui sont en train de nous suivre actuellement. Merci d'être là, Fifi. Le troisième invité adore le beau jeu, le Jogo Bonito, et avec passion, il se délecte des majeurs. C'est un grand amoureux du FC Barcelone. Edouard Agbeto est en studio. Hola. Hola Angelo, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent en ce moment de partout le monde. Oui. Un réel plaisir de pouvoir partager encore une nouvelle fois le plateau avec vous. Fifi, oui c'est vrai, elle dit qu'elle sera un tout petit peu départagée oui. Ou bien difficile de choisir. Mais je pense que son cœur battra pour le Paris Saint-Germain, comme on disait. Vous en savez sûrement beaucoup de choses. On attend de voir tout ça. Ouais. Dans Plateau Foot Europe, nous évoquons les majeurs dans la première partie. La deuxième s'intéresse au calendrier des coupes interclub, la C1 et la C3. Le débat se penche sur l'histoire des numéros 7 à Manchester United. Quelle importance à donner à ce dossard tant convoité? C'est le sujet dans la troisième partie de l'émission. Enfin, ce sera la libre antenne avec vous, les auditeurs. Et l'homme devant Anas PM, c'est le duo technique. Je suis Angelo Folikwe. Bonjour à toutes et à tous. PFE 640, c'est parti. English Premier League News. Alors, nous démarrons avec la première ligue anglaise, avec des résultats aussi étonnants, ça et là. On va s'intéresser d'abord à ce match nul surréaliste entre Tottenham et West Ham United. Fifi, comment peut-on mener 3-0 à la 16e minute et se faire rattraper à la fin du match 3 buts partout? Ça vous fait rire déjà? Ça fait rire, hein, parce que Tottenham avait le match en main et on connaît le charme du football anglais. Oui. Et vous l'avez dit dans votre introduction, ce sont en tout cas des résultats surprenants ce week-end. Et voilà, il y a eu peut-être un moment de concentration et West Ham en a profité pour revenir à 3 buts partout. Mais c'est quand même une erreur de la part de dont on parlait de faute professionnelle de la part des joueurs? Moi, je dirais, mais je ne sais pas si il y a quand même plusieurs des joueurs de Tottenham qui étaient dans les nuages. Non pas dans les nuages, mais qui était en équipe nationale. Et vous savez, vous voulez mettre le point sur une certaine fatigue? C'est possible également, puisque on revient de la trêve. Hein. Oui. Vous savez qu'il y a certains clubs, quand vous prenez aujourd'hui, et on va en parler en Espagne, quand vous prenez le Real Madrid, moi je me dis, peut-être que tout ça aussi a joué. Mais c'est quand même, ça reste quand même une faute professionnelle de mener 3-0 après 16 minutes et de se faire rattraper totalement et finir à 3 buts partout face à West Ham. Quand on s'appelle Tottenham, c'est quand même une faute. Et puis quand même une équipe de José Mourinho. Franck, vous voulez dire un mot avant de passer à autre résultat? C'est quand même surprenant, parce que là, un quart d'heure de jeu, 3-0 pour les hommes de José Mourinho. Tout était fait. On va dire que le match est plié. Ils avaient d'autres occasions qu'ils n'ont pu concrétiser. On pouvait aller jusqu'à 5-0, personne ne plierait à ce moment-là. Mais ils se sont amusés un tout petit peu après derrière. Les Hammers sont venus. Et voilà, et regardez un peu le but de l'égalisation. C'est un but fini d'ailleurs. Pratiquement dans les dernières secondes. La défense entre-temps fébrile. Un but contre son camp. Je pense que c'est impardonnable ce qu'ils ont fait. Parce que là, c'est en 9 minutes précisément que les Hammers ont refait le chemin perdu. Donc, je pense que c'est un match qui véritablement va leur rester dans un coin de la tête. Et puis, quand vous prenez les matchs des Spurs, ils n'ont pas été, on va dire, convaincants depuis
depuis le début de la saison. C'est vrai. Ils ont gagné des matchs, c'est vrai, mais ils n'ont pas su pour le moment aligner des performances de haut niveau. Donc, pour l'instant, vous ne voyez pas encore la patte José Mourinho sur cette formation. Non, d'accord. du tout. D'accord. On va parler d'un autre résultat, celui de Chelsea face à Southampton. Là aussi, il y a eu 3 buts partout. L'équipe de Frank Lampard aussi, certes jeune, mais par moment qui n'aligne pas de bons résultats. Tout part du casting, tout part du choix, le premier choix d'un certain Frank Lampard par rapport à son équipe, très jeune d'ailleurs. Chapeau à lui parce que ce qu'il a réalisé tout au long de la saison écoulée a été tout simplement incroyable. Partir avec une équipe inexpérimentée de jeunes qui découvrent pour la première fois l'English Premier League avec les Mason Mount, les Temu Abraham et tout. Ils ont pu quand même tenir la dragée haute à certaines grosses écuries. Et là, cette année, il s'est fait véritablement renforcer avec les arrivées des 2 Allemands qui lui font un bien Timo fou. Werner et Kai Havertz. Oui, qui lui font un bien fou. D'ailleurs même, je n'en veux pour preuve que le doublé d'un certain Timo Werner qui a tout simplement sublimé cette rencontre. Mais derrière, vous savez comment ça se passe avec un certain Chelsea. Les écarts défensifs à chaque fois. Et ajouter à cela un certain Kepa Arrizabalaga. On ne comprend véritablement pas ce qui se passe dans la tête de ce jeune Espagnol. À un moment donné, il est perdu. Il ne sait pas s'il doit jouer de la main ou bien du pied. Il ne sait pas. Et au finish, c'est un triste match nul, 3 buts partout pour les Blues de Chelsea. Malheureux pour un certain Frank Lampard. Malheureux également pour Timo Werner qui a inscrit son premier doublé de la saison. Il y a eu un match aussi super intéressant du côté de la Première Ligue lors de cette 5e journée. Il s'agit d'Everton face à Liverpool. Franck Luyama, oui, il y a eu ce derby de la Merseyside. 4 buts en tout. C'est quand même beau pour le spectacle. Hein. Très beau pour le spectacle. On savait que ça va être un match assez disputé parce que là, Everton est leader de la compétition avec en championnat 4 matchs. 4 victoires avec des hommes de devoir, une équipe retrouvée avec l'arrivée des James Rodriguez, avec on va dire Alan Doucouré, les Dominique Calvert-Lewin. Oui. C'est des joueurs de devoir qui à un moment donné ont compris un peu le système de jeu de Carlo Ancelotti. Oui. Et Everton aujourd'hui dirige les débats, ce qui n'est plus arrivé depuis très longtemps. Maintenant, face aux champions en titre, il y avait match. Match parce que vous connaissez les histoires entre les 2 clubs, 2 stades qui se sont séparés d'un petit kilomètre et ça joue donc le derby de la Mersey a tout donné. On va dire qu'on a eu ce qu'on voulait voir. Il y avait un match intense, un match assez disputé. Personne ne voulait rien lâcher. Il n'y a pas de périmètre pour pouvoir faire son jeu. De la première jusqu'à la dernière minute, on a vu les Yerimina, les James Rodriguez, les Dominique Calvert-Lewin qui a d'ailleurs marqué et les autres joueurs même la grosse faute quand même de Richarlison sans oublier celle de Yermina. Donc face aux hommes de Jürgen Klopp, il y avait une telle résistance, il y avait une telle opposition que les Reds se sont un tout petit peu perdus. C'est vrai qu'ils ont marqué, ils ont été rattrapés, ils ont marqué à nouveau, ils ont été rattrapés et puis le spectacle continuait jusqu'à ce 3e but de Liverpool. Mais malheureusement le bras, le coude même on va dire de Mané. Pour vous, il y a hors-jeu ou pas? Oui, mais c'est ce que parce qu'il y a beaucoup de polémiques. C'est ce que la VAR a montré, mais moi je dis à un moment donné que c'était trop serré. J'ai pas vu forcément une position d'hors-jeu. Vous n'avez pas vu de différence? Non, j'avais pas vu de différence lorsqu'on montrait la ligne. Mais la machine a dit qu'il y a hors-jeu. Qu'est-ce qu'un humain peut faire face à cette décision? Voilà, c'est quand même c'est dommage pour le spectacle, mais bon, c'est les lois du foot en Angleterre. Mais quand même au-delà, on a assisté à un très 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 bon match. Fifi, on a vu également dans ce match la tuile pour Liverpool, c'est la blessure de Virgil van Dijk. On annoncerait son absence pour 6 mois au minimum. Oui, c'est vraiment triste pour Liverpool parce que Van Dijk, c'est quand même la tour de contrôle en défense de cette équipe et son absence, surtout sur plusieurs mois, sera un coup dur pour Mané et compagnie. Et quand on prend l'équipe depuis le début de la saison, on se rend compte qu'on ne retrouve pas le Liverpool que nous avions connu la saison dernière. On se rappelle avant la trêve de cette défaite, lourde défaite, 7 buts à 2 face à Aston Villa. Face à Aston Villa, c'était une très grosse surprise. Et donc l'absence de Van Dijk vient encore compliquer les choses pour Liverpool. Il va falloir rapidement trouver des solutions. Et on vient de fermer également le mercato
ce n'est pas une très bonne chose pour Liverpool. Aïe. Doit-on s'inquiéter pour les Reds? On attend de voir justement les jours à venir. On va également parler du succès, petit soit-il certes, mais ô combien important pour Manchester City 1-0 face à Arsenal. Le maître qui a remporté la partie face à son élève. Un but partout entre Crystal Palace et Brighton. On a également la belle victoire de Manchester United, 5-1 face à Newcastle United. Et puis Aston Villa qui surprend Leicester 1-0. Au classement, on retrouve Everton 13 points. Le Big Five est quand même assez curieux. Everton, Aston Villa, Liverpool, Leicester, Arsenal. Il va falloir remettre de l'ordre. Ah oui, complètement. Ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent, mais on n'est qu'à la 5e journée. Tottenham est 6e, 7e Chelsea de Frank Lampard, 10e Manchester United et puis 14e Manchester United. Au bas du classement, on retrouve West Bromwich Albion, Fulham et puis Burnley qui n'a toujours pas enregistré le moindre point dans ce championnat. Au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Calvert-Lewin, 7 buts, 7 également pour Egminson. Et puis 6 pour Mohamed Salah, oui, qui sera quelque part en Afrique sous peu. Je n'ai rien dit de toute façon. Je suis votre gars. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Le frein, désormais, un autre majeur. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Así suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Ah oui, grosse performance des Azulones de Retafe, de Djenda Konam qui ont pris le dessus sur le Barça. On ne sait pas si on doit parler du combat entre David et Goliath, mais Retafe a réussi à battre le Barça. Et coup du sort grâce à un Togolais. Et d'où? N'est-ce pas? Ah oui. Dans une surface de réparation où se retrouvait Djenda Konam, capitaine des Azulones et capitaine des Éperviers du Togo également, qui a surpris plus d'un par rapport à cette belle protection de balle qu'il a eu à faire face à De Jong, qui est venu malheureusement n'étant pas défenseur et piétiner Djenda Konam dans la surface de réparation et automatiquement il s'est écroulé. Penalty direct et magnifiquement transformé par le buteur maison. Mais il y a quand même une image qui m'a un peu fait rire. Comment est-ce que De Jong, un tout petit gringalet, peut faire mal à Djenda Konam, aussi costaud grand joueur? Mais là, il a été tout simplement altruiste, Djenda Konam. Voilà. Il savait véritablement qu'il y avait une présence adverse derrière lui et il a su bien protéger son ballon. Mais c'est juste que De Jong est passé du mauvais côté pour pouvoir lui chipper le ballon. Il devrait tout simplement rester derrière, faire écran plutôt que d'aller chercher le ballon dans une zone très dangereuse. Et là, il n'a pas su bien faire jouer ce coup-là, magnifiquement transformé par Jaime Mata pour le seul but de la partie. Et derrière, on a bien cadenassé parce qu'en face, il y avait un certain Lionel Messi et dans ses ce compagnons. match-là, c'est Retafe qui a été costaud ou Barça qui a été faible? Au Barça faible, un Barça faible parce qu'il y avait eu des opportunités. Je n'en veux pour preuve que ce raté incroyable d'un certain Antoine Griezmann. Il est champion du monde, attention. Oui, mais quand même, il n'est pas en confiance. Il n'est pas en confiance. Et là, on a vu que ça ne marche pas véritablement. Il a toujours envie de rester au cœur du jeu, ce qui est pour le moment impossible au Barça. Et aussi déplorer l'attitude d'un certain Alan Miom, le Camerounais, qui a donné ce coup de coude. Il a fallu de peu pour Clément Langlais face à Celta Vigo pour qu'il soit éliminé de la partie. Mais là, il n'y avait même pas de carton sur un certain Lionel Messi. Mais quand même, gros coup, gros match d'un certain Djenda Konam et ses coéquipiers dans la banlieue madrilène. En tout cas, ils ont réussi à avoir ces 3 points précieux dans la lutte pour la Liga. On ne sait pas si on doit dire que Retafe est parti pour le titre, mais on attend de voir pour la suite. C'est trop dit. On va pas être chauvin. Ils laissent des plumes à chaque fois. À chaque fois qu'ils ont des opportunités de pouvoir gravir des échelons, ils badinent, ils piétinent, ils perdent des points. Donc attention. Non, j'espère qu'ils ont appris de la saison dernière parce qu'ils étaient bien partis pour accrocher une place en Ligue des Champions. Et finalement, ils n'auront même pas une place en Ligue Europa. Donc j'espère que pour cette fois-ci, ils ont beaucoup appris. Et quand ils commencent à gagner les gros, il y a 2 ans ou même la saison dernière, c'était compliqué pour, par exemple, Getafe de battre le Barça, par exemple. Mais aujourd'hui, ils ont commencé par le faire. Et c'est qu'ils ont des ambitions. On espère qu'ils vont continuer sur cette lancée, aller jusqu'au bout. C'est le plus important. Oui, ça peut être un résultat fondateur pour les Azulones qui, quand même, le Barça reste, on va dire, un grand, bien sûr, grand de ce championnat. Lorsque le coup d'envoi est donné chaque fois dans la Liga, le Barça est parti pour être champion. Sinon, c'est le Real. Donc, le fait de pouvoir battre un
grand dans un match aussi serré, compliqué. Je pense que ça peut être un résultat fondateur pour d'autres belles performances, je veux dire, de la saison. Donc félicitations quand même à cette équipe parce que ça n'arrive pas tous les jours. Et surtout félicitations aussi au capitaine des éperviers, Jenda Kodama. Surtout à eux d'être costauds, parce que la suite de la saison risque d'être vraiment assez compliquée parce qu'on aura des équipes comme l'Atlético de Madrid, comme le Real Madrid, comme Séville, comme Valence et tous les autres. On va parler du Real Madrid. Fifi Asogbavi aussi face à une équipe qui s'appelle Cadix. Ce n'est pas le nom d'une jeune fille, c'est le nom d'un club, Cadix, qui a battu le Real, qui plus est au Bernabeu 1-0. Mais c'est une surprise, c'est une surprise, surtout que le Real, depuis le début, était sur une belle lancée. Oui. C'est vrai que les matchs du Real étaient des matchs difficiles à chaque fois, mais le Real s'en sortait 1-0, 2-1, 1-0. Oui. Mais quand même, quand on parle de ce club-là, personne ne pouvait imaginer que le Real à domicile allait perdre contre ce club. Ah oui, tout à fait. Des fois, il y a ces résultats qu'on ne peut pas comprendre. Moi, je me suis dit, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'autre match, est-ce qu'ils sont revenus fraîchement de la trêve? Et puis ils ont joué, je crois, un vendredi. Oui. Ils ont enchaîné. Est-ce qu'ils ont laissé des plumes? Parce qu'on sait qu'en face, sûrement, c'est un club qui ne regorge pas d'internationaux. Ce sont des joueurs qui ont eu le temps. Qui sont beaucoup plus frais, qui ont eu le temps de se reposer et tout. Oui. Est-ce que ça aussi a joué? Mais au finish, il faut reconnaître une défaite face à un tel club est inadmissible. Est inadmissible, surtout pour les professionnels du Real Madrid. Oui, quand on s'appelle le Real Madrid. Et surtout à domicile. Surtout à domicile. Heureusement qu'il n'y avait pas le public, parce que là, on imagine les sifflets. Heureusement également qu'il n'y avait pas le patron dans les tribunes. Sergio, vous voulez me parler de qui? Florentino Pérez. Ah oui, Florentino Pérez, le patron. C'est un mauvais résultat pour sur ce match-là. Ils n'ont rien donné. Oui, Zinedine Zidane qui dit qu'on a tout faux. On a tout faux sur ce match. Ils n'ont pas fait ce match. Ils sont tout simplement passés à côté de la plaque. Ils n'ont pas joué. Ils ont laissé Cadix faire le jeu. Exactement. Ils ont regardé de façon admirable ces joueurs venus donc, ils ne peuvent pas. Ça, c'est une bonne pique, là. On va parler d'autres résultats. La Real Sociedad qui s'impose 3-0 face au Betis Séville. Et puis la belle victoire de l'Atlético de Madrid sur la pelouse de Celta Vigo 2-0 avec Luis Suarez également qui marque encore décidément. On a l'impression que ce club-là lui fait énormément de bien. Le dernier résultat dont on doit parler, c'est Villarreal qui bat 2-1 la formation de Valence dans un beau match. Au classement, curieusement aussi, un top 5, Real Sociedad, Villarreal, Cadix, Grenade, Retafe. Voilà. Et puis nous sommes en Liga? Nous sommes en Liga. Ah d'accord. On est en Liga. Le Real Madrid est 6e avec 10 points, 8 pour l'Atlético de Madrid. Le FC Barcelone est 9e avec 7 points, 10e le FC Séville. Et on retrouve au niveau des Pichichi, Paco Alcacer avec 4 buts, 3 pour Luis Suarez, 3 réalisations également pour Iago Aspas. Fini pour la Liga espagnole et l'on découvre un nouveau majeur. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Et là, on va être un peu chauvin. On va parler de Illas Bebou et de son club Hoffenheim. Franck Nouyama, que s'est-il passé avec justement la formation de l'international togolais? Ils ont tenu, on peut dire, ils ont tenu tête à Dortmund. Oui. Cette équipe avec son entraîneur qui, à un moment donné, a dû puiser, on va dire, sur le banc en faisant rentrer l'expérimenté Marco Reus. Et là, on peut applaudir un tel changement. Et c'est lui qui vient faire la différence. Exact. Et les deux qui avaient fait rentrer Marco Reus et puis Erling Haaland, ce sont ces deux joueurs qui apportent ce petit but de la victoire au Borussia Dortmund. 3 points précieux. 3 points précieux parce que là, les coéquipiers de Illas Bebou étaient bien présents dans les duels, dans les récupérations, mais sur, on va dire, cette phase de jeu rapidement menée par ce diable de Norvégien qui a trouvé en tout déséquilibre l'international allemand et qui fait la différence. Donc voilà, 1-0 pour le Borussia Dortmund qui a quand même pris 3 points
points. 3 points importants à ce moment de la saison. Donc voilà, malheureusement pour les Bleus de Hoffenheim, ils ont tenu, mais après ils ont rompu. Bon, ça fait mal. Kramaric, c'est pas tous les jours qu'il doit marquer. C'est pas tous les jours. C'est que c'est un bon attaquant, un bon tueur, mais sur ce match-là, on l'a pas vu. Il a été un tout petit peu maîtrisé, justement. Donc il n'a pas eu le temps de frapper au but comme il aime. Donc voilà. Et quand il va bien, Hoffenheim va bien. Exactement. Maintenant, il a été émoussé et Hoffenheim également a perdu. Et puis il faut quand même saluer la titularisation de Ilas Bebou dans cette rencontre. Toujours. Parce que depuis, il rentrait en jeu, même face au Bayern, il est rentré en jeu. Ça fait la différence. Ça fait la différence. J'aurais bien aimé qu'ils aient un autre résultat que la défaite. Justement. En tout cas, mais c'est quand même bien pour lui de commencer à être. Surtout qu'il revient, on va dire, d'une journée FIFA. Oui. Pour le voir démarrer. Voilà. En tout cas, il a le rythme dans les jambes. Il a le rythme. Ça, c'est important. C'est un professionnel. Ça, c'est important. Il a le rythme. Pourvu qu'il ne se blesse plus. C'est justement la prière qu'on doit faire à son endroit. C'est important pour le prochain match. Très important. Oui, merci de le souligner. On va parler également d'un autre cadre de ce championnat, le Bayern, qui était en déplacement. Que s'est-il passé? Match facile face au promu Arminia Bielefeld, qui a essayé mais n'a rien pu faire face au rouleau compresseur. J'aime bien votre formule, ils ont essayé. Mais ils n'ont pu rien faire face à ce rouleau compresseur qu'on appelle le Bayern de Munich. Mais ils ont rapidement fait la différence. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a un doublé de Robert Lewandowski et de l'autre côté Thomas Müller. Aujourd'hui, je me demande pourquoi un certain Joachim Löw a voulu mettre ce joueur en retraite. Écarter Müller. Vous vous posez des questions. Je me pose des questions. Un tel joueur, ne pas le retrouver en sélection, je crois que c'est une folie. Je ne comprends pas. Mais bon, c'est son choix et on verra. Donc, il a fait la différence. 2 buts pour Müller, 2 buts pour Robert Lewandowski. Et ça fait une victoire de 4-1 face à cette équipe d'Arminia Bielefeld. Et que dire également de ce duo magnifique dont vient de parler Franck. Müller et Robert Lewandowski. Oui, à chaque week-end, ils nous régalent. Depuis le Final 8, ils sont toujours sur cette même lancée-là, de pouvoir se mettre au service de l'un et de l'autre. Et pourtant, imaginez-vous qu'ils ne participent pas véritablement à la pointe de l'attaque. Ils ne sont pas fixes. Ils viennent chercher le ballon pour pouvoir distribuer. Et quelle action sur le premier but de Robert Lewandowski. Un cas d'école. Tout simplement. Magnifique. Et il y a quand même Zarif, champion, qui réagit sur votre phrase tout à l'heure en parlant qu'ils ont essayé mais n'ont pas marqué. Il nous écoute depuis Maroc à Casablanca via le Facebook Live de l'émission. Oui, Franck Nounyama, vous pouvez continuer. Et la suite, on peut prendre également Leipzig qui reste l'un des cadors également de ce championnat. Et Leipzig qui est allé battre Augsbourg sur ses installations 2-0. Ça n'a pas. C'était un choc de haut de tableau. Mais ils ont réussi à gagner, à prendre les 3 points pour maintenir leur position en tête du championnat. Et ils l'ont fait. D'autres résultats, on parlera également de Schalke qui s'est fait contraindre au match nul par Union Berlin à domicile. 1 but partout. 1 but partout également entre Cologne et Francfort. Et de l'autre côté, on parlera de cette victoire de Stuttgart en déplacement sur les installations de Hertha Berlin. 0 but contre 2. Mayence n'a rien pu faire face au Bayer Leverkusen, vainqueur 1-0. Fribourg et Werder se sont séparés sur un résultat nul, 1 partout. Même résultat entre Mönchengladbach et puis Wolfsburg, 1 partout aussi. Et à l'arrivée, ça fait 19 buts au total. C'est rare. Un tout petit peu moins. Voir, on va dire, c'est très très rare de voir une journée de Bundesliga avec moins de 20 buts. Avec moins de 20 buts justement, c'est rare et ça fait quand même une moyenne d'un peu plus de 2 buts par match. Les buteurs, on les connaît. Robert Lewandowski en tête avec 7 réalisations après seulement 4 journées. Andrei Kramaric qui est derrière 6 buts en 4 journées et le jeune Norvégien Erling Haaland 4 réalisations. La meilleure attaque, vous vous en doutez, c'est celle du Bayern avec 17 buts. Déjà. Et la meilleure défense, il y a beaucoup de clubs, Leipzig, Dortmund, Wolfsburg, qui ont encaissé 2 buts après 4 journées. Voilà qui est dit. On va parler d'autres chiffres avec vous. Oui, le classement. Allez-y. Si vous voulez. Après la 4e journée, on a Leipzig qui est en tête avec 10 points, suivi du Bayern 9 points derrière. Ça va dégringoler après. C'est clair. Bon, on est qu'en début de championnat. C'est écrit quelque part. La 3e position, c'est Borussia Dortmund avec 9 points aussi. On va dire au pied du podium, on retrouve Francfort, 8 points.
5e, Osbourg, 7 points. Et on descend au bas du tableau. On a Arminia Bielefeld qui est en 14e position avec 4 points. 15e, Hertha, 3 points. 16 points, Cologne. 16e, Cologne avec un petit point. 17e, Schalke, 1 point aussi. Et puis Mayence qui, après 4 journées, n'a pas encore enregistré 0 point. C'est comme Burnley en première ligue anglaise. Ah oui, il faut quand même un duo assez intéressant du côté des majeurs. Filez donc, Cher Nouyama. Ah oui, j'ai parlé tout à l'heure que peut-être vous serez le prochain sélectionneur de la Mannschaft. Vous n'êtes pas d'accord avec Joachim Löw, donc on attend de voir. Surtout sur le Kammeler. Ça, c'est même les yeux fermés, j'imagine qu'un autre sélectionneur aurait pris ou bien n'enverrait pas en retraite du tout. Müller. La preuve avec Hansi Flick. La preuve avec Hansi Flick quand il est arrivé à la place de Niko Kovac. C'est un bosseur. C'est un joueur qui est disponible pour les autres. Il fait les efforts, il multiplie les efforts. Quelqu'un comme ça dans une sélection à côté des jeunes, je pense que ça pourrait faire mal. Mais lui qui décide, on verra. On verra justement. On ne peut que lui souhaiter beaucoup de courage à Thomas Müller, aujourd'hui écarté de la Mannschaft. On a fini avec la Bundesliga. On va désormais parler du Calcio. Tutto Calcio Italia. Alors, Fifi Asogbavi, il y a un match qui a intéressé plus d'un ce week-end, c'est le derby de la Madonnine entre l'Inter Milan et puis le Milan AC, le duel Lukaku-Ibrahimovic. Mais le duel des colosses. Pourquoi vous riez? Il y a une anecdote. Il y a un nouveau roi en ville. Et après, c'est un dieu. Ah oui, ça se comprend. Et c'est Zlatan qui a porté toute son équipe. L'expérience qu'il a gagné avec un doublé de... 39 ans. Et jouer encore à ce niveau en Italie, attaquant et marqué encore comme ça. Un doublé en 3 minutes. Incroyable. Un doublé en 3 minutes, et c'est pas face à Sassuolo. Non. C'est face à l'Inter Milan. Face à l'Inter Milan, il faut le faire. Félicitations à Ibrahimovic, même quand on ne l'aime pas. Et il faut reconnaître que c'est un grand. C'est un grand. Et en tout cas, félicitations à lui. Cette équipe de l'Inter aussi, ça joue du yo-yo. Ouais. Ça ne rassure pas. Quel est votre avis sur ça? Depuis 2 saisons maintenant où ils essaient en tout cas de titiller un peu le Juventus, on voit très clairement qu'ils commencent, ils ont des résultats et au finish toujours derrière la Juve. C'est peut-être les choix qui se font ou encore les recrutements qui se font. Lukaku est arrivé, il a apporté beaucoup à cette équipe, mais on sent toujours que ce n'est pas encore ça. Et puis, il faut reconnaître quand même la suprématie de la Juve en Italie, où on essaie un peu comme le Bayern de prendre tout ce qui est bon, tout ce qui est pour former une équipe, en tout cas de rester toujours en tête du championnat. Doit-on dire aujourd'hui que le Milan est en train de revenir? Parce qu'à l'heure où nous parlons, le Milan AC totalise 12 points, 4 matchs, 4 victoires, 1 but encaissé pour 9 marqués. Ça fait longtemps qu'on n'a plus retrouvé cette équipe à ce niveau, et surtout en Série A italienne. Et dans ce derby, la dernière fois qu'un Milan AC a battu l'Inter Milan, il me semble que c'est en 2010. Et grâce à qui? Zlatan Ibrahimovic. Et donc, à l'heure où nous parlons, il revient encore à 39 ans. D'ailleurs, même sur l'action où il a piégé, bien évidemment, un certain Kolarov, Alexander, dans la surface de réparation. Il s'est servi de l'appel de son coéquipier, de son compère d'attaque pour pouvoir piéger Alexandre Kolarov. Un trentenaire également qui se retrouve du côté de l'Inter. L'Inter a mal joué ce coup-là. Être mené dans un derby comme ça aussi facilement sur des buts. D'ailleurs, même le jeune, comment vous l'appelez? Raphaël Leao. Justement, c'est un Brésilien. Justement, qui a déposé carrément son vis-à-vis avant de pouvoir servir ce centre magnifique pour le doubler d'un certain Zlatan Ibrahimovic. Le Milan AC continue comme ça et surtout à son homme providentiel. Nous voyons que quand il n'est pas là, le Milan AC est dans le dur et il va falloir qu'il compte véritablement avec Zlatan Ibrahimovic cette saison. Message envoyé à un certain Cristiano Ronaldo. Et justement, la Juventus qui n'a pas pu réaliser un bon résultat, ne serait-ce qu'un but partout face à Crotone, et Cristiano, entre guillemets, atteint de Covid-19. Il est en train de se reprendre tout simplement. Voilà, on va parler, Franck Lunyama, du premier but de Victor Osimhen avec Napoli face à l'Atalanta, battu 4-1. Le premier but du joueur le plus cher, joueur africain le plus cher de l'histoire. Ça doit lui faire du bien.
Moralement, psychologiquement, mentalement, c'est un but qui vient faire un grand bien à l'international ivoirien. Vous l'avez dit. Nigérien. Victor Osimhen. Nigérian, j'allais dire. Nigérian. Donc ça doit lui faire du bien parce que vous l'avez dit, il a été transféré à prix d'or vers le Napoli et il se doit quand même de montrer cette valeur-là. Et il a exprimé sa joie en allant embrasser Gennaro Gattuso. On ne croyait pas que c'était le 4e but à 0. C'était important pour lui, pour ce jeune joueur quand même qui a besoin de prouver ce qu'il sait faire face, on va dire, à cette intensité du championnat italien. Donc il a réussi ce coup-là et c'est bien. Peut-être c'est un départ assez intéressant pour l'international nigérian. Un but marqué fait toujours du bien à un attaquant. Je crois qu'il le fallait. Il a fait. Bon courage à lui. Fifi? Oui, on en parlait lors de sa signature. On disait que l'Italie, ce n'est quand même pas la France. Et c'est vrai qu'il a tout donné en France. Il a montré tout son talent. Mais ce serait un peu plus compliqué en Italie. Parce que l'Italie est réputée être un championnat. C'est le calcio. Difficile fermé, surtout pour les attaquants. Et voilà, donc ouvrir son compteur bio, c'est une chose très très importante pour ce jeune-là qui va booster son moral pour la suite de la compétition. En tout cas, Victor Osimhen, on lui souhaite beaucoup de bonnes choses. Pour épauler 30 secondes. Pour épauler Franck Nounyama, avant lui, le plus cher, c'était l'Ivoirien Nicolas Pepe. Nicolas Pepe, du côté d'Arsenal. Autre résultat de cette 4e journée de la Serie A italienne, la belle victoire renversante de l'AS Roma, 5 buts à 2 face à Benevento avec un doublé d'Edin Dzeko, 3 buts à 2 pour l'Udinese face à Parme. La formation de Bologne qui s'incline 3 buts contre 4 face à Sassuolo, 2-2 entre la Spezia et Fiorentina, et puis le score de 3-0 de la Sampdoria de Gênes face à la Lazio Rome. Au classement où on voit le top 5, Milan AC, Sassuolo, Naples, Atalanta Bergame, et puis l'Inter Milan. L'AS Rome est 6e, la Juventus est 10e avec, je pense, 1 ou 2 matchs en moins. Voilà, il faut quand même le préciser. 18e Parme, 19e Crotone, 20e Torino. Et puis au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Gomez de l'Atalanta, 4 buts, 4 également pour Lukaku. Et puis 4 également, c'était trio à 4 pour Zlatan Ibrahimovic. Fini pour la Serie A italienne. Désormais, on va parler justement football français. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. On va parler de Lille. Désormais, leader de ce championnat, Fifi. Oui, il n'y a pas eu match entre Lille et Lens. Ça fait 4 buts à 0. Et pourtant, Lens et Lille, avant le début de cette rencontre, avaient tous 14 points et avait l'opportunité de dépasser le Paris Saint-Germain en cas de victoire. Donc c'était en tout cas un choc en ce début de championnat. Les derbys du Nord. Oui, en ce début de championnat en France. Mais il y a pas eu match et ça fait 4 buts à 0. Et pour Lille qui prend du coup le contrôle de la Ligue 1. Et pour les autres rencontres, on peut dire déjà que la surprise est quand même venue de Dijon. Dijon dernier du championnat qui tient tête à Rennes. Rennes qui est en Ligue des Champions et qui est quand même un prétendant au titre. Ça fait 1 but partout. Prétendant au titre de Ligue des Champions? Non. Ou de Ligue 1? De Ligue 1. D'accord. Voilà. La précision doit être... Merci beaucoup, Fifi. Allez-y. De Ligue 1, voilà, qui tombe, qui se retrouve... Qui est très loin maintenant dans le classement. Dans le classement. On a également la victoire du Paris Saint-Germain en déplacement à Nîmes, 4 buts à 0. Bon, ils ont assuré. Ils ont assuré, mais il faut reconnaître que Nîmes a joué en infériorité numérique pratiquement 115 minutes dès le début. Bon. Il faut tirer chapeau quand même à ce Paris Saint-Germain qui n'a pas son effectif au complet. D'ailleurs, même le coach s'en plaint à chaque fois. Vous pensez qu'on doit, comment dit-on, dédouaner cette équipe du Paris Saint-Germain? À un moment donné, oui. Il faut reconnaître que l'équipe qui était sur le terrain la dernière fois, certes, il y avait pas beaucoup de titulaires. Oui, mais c'était en Ligue 1, c'est quand même... Il y avait également des blessures, Paredes par exemple. Mais comment font-ils pour être toujours blessés?
Les joueurs parisiens, comment est-ce qu'ils font? Tout dépendra peut-être de l'alimentation. Ah, d'accord. Soit ils ne travaillent pas beaucoup physiquement, ils ne font pas beaucoup. C'est des paresseux, ces joueurs parisiens. Soit il y a ils trop de confort. un physique fragile. Donc, ou trop de confort. Voilà, trop de confort, oui, il y a trop de confort aussi. J'estime que c'est plutôt ça. Ou bien beaucoup de risques sur le terrain, de manière technique ou défensive. Ça peut toujours apporter des blessures. On va parler de Nice. Nice. Face à Saint-Etienne, qui fait un bon résultat. Un bon résultat, ça fait 3-1 pour Nice. En déplacement, bien sûr. Quand on vous rappelez, en début de saison, Saint-Etienne avait une très belle équipe et on se disait que cette équipe est venue pour déranger les autres. On se rappelle de leur match même face à Marseille. Exactement. Au Vélodrome avec une victoire 2-0. Mais depuis quelques journées, c'est véritablement compliqué. Et ils perdent à domicile 1 but contre 3. Et Marseille Marseille, belle victoire de Marseille sur Bordeaux, 3-1. Au Vélodrome, c'est la première victoire à domicile. Après 5 matchs. Ils ont quand même la chance en ce début de saison de recevoir beaucoup. À domicile. À domicile. Et ça peut les déranger, ça peut leur porter juste à la suite parce qu'il va falloir voyager beaucoup après. Mais ils n'ont pas pris beaucoup de points à domicile. Ce n'est que la première victoire à domicile. C'est ce qui est dommage avec l'Olympique de Marseille. Et pour les autres rencontres, Lorient qui domine reste à domicile et un Reims qui somment totalement, qui est avant-dernier au classement. Les supporters qui sont maintenant très mécontents. Tout à fait. Ça fait 1 but contre 3. Et Strasbourg qui se fait battre à domicile. Ça a été difficile pour Lyon, mais ça fait 2 buts à 3. On attendait Barcola, tous les Togolais. Oui, à le voir dans les perches, mais Anthony Lopez. Anthony Lopez qui revient et Barcola. Mais Barcola qui est quand même sur le banc. N'est-ce pas? Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va venir son temps. Oui, il a l'habitude de jouer en équipe réserve. Tout à fait. Et Nantes qui domine Brest 3-1. Angers et Brest 1 but partout. Et Monaco aussi qui ne gagne plus. Ça fait 1 but partout également pour Monaco. Face à Montpellier, n'est-ce pas? Oui, pas face à Montpellier. Et au classement? Au classement, il y a Lille qui prend la tête avec 17 points, suivi du Paris Saint-Germain, 15 points. Rennes est 3e avec 15 points. Nice, 4e, 13 points. 5e, Lens, 13 points. Marseille est 6e avec 12 points. En bas de classement, on retrouve à la 18e place Strasbourg, 3 points. Reims, 2 points. Et puis Dijon, bon dernier, 20e, avec 2 points. Ici, au moins, les derniers ont quand même pris 1 point. Attention, Thierry Loret. Un petit indicateur des meilleurs buteurs, on peut les avoir avec vous? On peut les avoir. Le mécène Nian qui s'est gravement blessé. Il était en tête des buteurs avec 6 buts. Oh là là. Et c'est regrettable pour le Sénégalais parce qu'il était bien parti. On parle des croisés, non? Ouais. Oh là là. C'est quand ça sonne comme ça, c'est minimum 6 mois. Voilà, c'est ça. Et quand ça part saison terminée, on peut dire saison terminée. Ça fait très très mal pour lui. Ça fait mal quand même pour ce jeune joueur qui. Ibrahim Nian. Et il y a Kakuta, le Lens, qui a 4 buts également. Il renaît, lui. Ganago de Lens également, 4 buts. Votre ami. Le Camerounais, bien sûr. Et puis, on peut retrouver avec 4 buts également Ben Yedder, à Monaco, Depay. Mais Depay, moi, je trouve que Depay a régressé parce que Depay était à 4 buts. Ça fait pratiquement 3-4 journées. 3-4 journées, il ne marque plus. Bon, il semble qu'il sera au Barça en janvier prochain. On attend de voir. Et puis, Mbappé également. Lui, Kylian, n'en parle même plus. C'est un futur crack. Il a encore sorti la spéciale. Ce qui est sûr, il va le faire. Merci beaucoup, Fifia Sogbavi. Fini pour les majeurs. On va ouvrir désormais notre nouvelle page. On va parler Ligue européenne des champions. Ça s'ouvre la QV 2020-2021. Et on va survoler parce que là, on a 4 groupes déjà mardi. Le groupe E, F, G et H. On aura Rennes, Krasnodar, Chelsea, FC Séville. Ah oui, c'est une rencontre qui va être intéressante. Franck Lougnama, en 30 secondes, Chelsea, Séville dans le groupe E. Oui, ça va être intéressant. Oui. Mais sauf que les Blues n'ont pas bien préparé cette rencontre. Oui. Et avec ce 3-partout là, on sait que Séville reste un habitué de la compétition, même s'ils n'ont jamais gagné la Ligue européenne des champions. Ils ont fait sien, on va dire, la Ligue Europa. Donc, c'est un club qui a beaucoup d'expérience avec un certain Lopetegui. Attention, système tactique, ça va parler. Lucas Ocampos également. La poule F avec Zénith Saint-Pétersbourg face au FC Bruges. Le match a lieu, s'il vous plaît, à 16h55 temps universel. Lazio Rome face à Dortmund, l'autre match de cette poule F. Le groupe G avec Dynamo Kiev, Juventus Turin, 16h55. Le démarrage de
de cette rencontre. Le FC Barcelone sera face à Ferencváros du côté du Nou Camp. Le groupe H, on aura Leipzig, Istanbul, Başakşehir, Paris Saint-Germain, Manchester United. Fifi, bonjour Fifi. C'est un match qui s'annonce intéressant, surtout quand on voit ce que le Manchester United a fait la dernière fois et en l'absence quand même de Cavani, de Martial, ils ont réussi à gagner à l'extérieur 4-1. Kipembe, bonjour. Voilà, donc je me dis que ce serait un match intéressant. Et si le Paris Saint-Germain arrive à retrouver, à réintégrer ses blessés, surtout Marquinhos qui apporte beaucoup en défense. Je me dis, au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain part avec un léger avantage pour moi. Mais il faut se rappeler que la dernière fois, et Manchester United est venu au Parc des Princes avec des petits, des jeunes joueurs et a réussi à s'imposer 3-1. Et donc c'est peut-être quelque part dans la tête et ça peut jouer aussi un sale tour au Paris Saint-Germain. Les matchs de mercredi, on aura les groupes A, B, C et D. Le groupe A avec Salzbourg, Lokomotiv Moscou. Le Bayern Munich face à l'Atlético de Madrid. C'est du déjà vu. De bons retrouvailles quand même pour les Colchoneros qui arrivent à un moment donné à chahuter, à déranger cette équipe du Bayern de Munich qui s'est fait renforcer quand même par des arrivées. N'oublions pas les anciens de Ligue 1 qui sont arrivés. Peut-être ils ne vont pas bénéficier de quelques minutes dans ce match, mais là nous avons également l'arrivée d'un certain Luis Suarez du côté des Colchoneros qui va aussi peser dans la balance. Des retrouvailles également entre Luis Suarez et le Grand Bayern. Rappelez-vous la dernière fois où il a réalisé ce coup magnifique sur Benatia. On se rappelle également, donc c'est dire que cette Ligue des Champions nous revient avec des saveurs que nous connaissons d'habitude. On va parler de la poule B, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter Milan, Borussia Mönchengladbach. Le groupe C, Olympiakos, Marseille, et puis Manchester City face au FC Porto, et puis la poule D, Midtjylland face à l'Atalanta Bergame, et puis l'Ajax, Liverpool. Oui, c'est des matchs européens, des matchs à suivre mercredi avec notre partenaire Canal+. On va rapidement parler de l'Europa League avec Hoffenheim d'Ilas Bebou, Franck Lunyama, qui va jouer face à l'Étoile Rouge de Belgrade dans la poule L. Attention. Ce sera jeudi. Ouais, un ancien finaliste de la Ligue européenne des champions, l'Étoile Rouge de Belgrade. On savait que c'est cette équipe qui avait privé Marseille en 92, si je ne m'abuse. Nostalgie. Voilà, donc il faut faire attention à cette équipe. C'est difficile à jouer. Donc Hoffenheim doit pouvoir bien se préparer parce que quand on parle d'expérience, l'Étoile Rouge de Belgrade a quelque chose à vendre par rapport à cette vague bleue d'Hoffenheim. Donc c'est un peu déséquilibré, mais attention, les coéquipiers d'Ilas Bebou peuvent sortir quelque chose de leur sac pour se prendre. Un championnat, ils n'ont pas encore perdu, l'Étoile Rouge de Belgrade. Ah oui, on attend de voir exactement cette confrontation. Fini pour la Ligue des Champions, on va parler juste rapidement de la Ligue Europa et derrière ce sera le débat des spécialistes. La Ligue Europa, jeudi, justement, il y a d'autres rencontres. Il y a quoi? Napoli face à l'AZ Alkmaar. Il y a le Bayern Leverkusen Nice. Il y a Rapid Vienne face à Arsenal. Et puis il y a Tottenham face à Linsk, ASK. Et puis Lille face au Sparta Prague. Ah oui, c'est des matchs. On aura tout le temps. On aura le temps de revenir sur toutes ces rencontres lundi prochain, surtout sur cette antenne avec les différents spécialistes. Désormais, on va essayer de débattre un tout petit peu. Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands entraîneurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Mancini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs. La preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. C'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri.
spécialistes. Alors, on s'interroge justement sur cette particularité des dossards 7 du côté de Manchester United. Oui, il y a eu plusieurs joueurs qui ont eu cette opportunité d'arborer le 7 dans le dos de leur maillot. Il y a George Best, David Beckham, Eric Cantona, Brian Robson, Michael Owen, Cristiano Ronaldo, Antonio Valencia. Mais à un moment donné, il a laissé le 7 pour prendre un autre numéro. Angel Di Maria, Memphis Depay. Et puis tout dernièrement, ce sera le tour d'Edinson Cavani. Franck Lunyama, oui, ce dossard 7, ce numéro 7, vous pensez que ça revêt d'une particularité bien sûr. Spirituelle ou bien je ne sais quoi. C'est devenu une institution du côté de Manchester United. Oui. Vous avez cité des joueurs qui ont porté ce numéro-là. On parle de George Best, qui est un excellent fêtard, qui a gagné des ballons d'or et qui après a disparu dans des conditions bizarres. Oui. On parle de Brian Robson, qui a été, on va dire, un international anglais. Mais là où ce dossard 7 a pris véritablement un envol, c'est avec David Beckham. David Beckham, qui est un joueur people, qui est un joueur avec une femme Spice Girls. Et à un moment donné, ce dossard est devenu, on va dire, avait eu, qu'est-ce qu'il faut dire, une importance interplanétaire. C'est devenu une marque. C'est devenu pratiquement une marque. Ça vend avec les contrats de David Beckham, avec son image, avec tout ce qu'il fait autour. Le dossard 7 est devenu quand même une institution, une tradition du côté de Manchester United. Et lorsque vous portez ce dossard, vous devez être au-dessus de tout le monde. Vous devez être au-dessus de tout le monde. L'exemple que vous venez de donner, Valencia, il a apporté, après il a dit non, laissez-moi un autre numéro, je ne veux pas de problème. Donc il a laissé à Di Maria. Di Maria également n'a pas été à la hauteur. Après c'est Memphis Depay, après c'est d'autres joueurs. Et après il y a eu Cristiano Ronaldo qui a également porté ce numéro, on va dire, au-delà des frontières. Donc c'est une tradition, c'est une institution finalement. Et on comprend pourquoi quand vous avez le dossard 7, vous êtes obligé de donner le meilleur de vous-même. Actuellement, je ne sais pas si c'est Cavani lui-même qui a demandé ou bien on le lui a donné. On verra bien. Fifi, vous qui aimez cette équipe de Manchester, racontez-nous. Oui, non, je crois que Franck a dit beaucoup de choses, que le numéro 7 a commencé à prendre de l'ampleur avec Beckham. Mais au-delà d'être un joueur people, c'était un grand joueur également sur le terrain avec l'équipe d'Angleterre. Et des coups francs assez intéressants, décisifs. Donc, c'est mal déposé au plein pied. À partir de ce moment-là, quand tu portes le dossard 7, c'est que tu es capable de te surpasser et de porter l'équipe. Maintenant, quand mentalement et émotionnellement, tu n'es pas prêt, il faut pas le porter. C'est l'exemple de Valencia. Peut-être à un moment donné, il s'est senti trop lourd avec ce dorsal-là. Il se disait, mais c'est trop de responsabilité. Je veux être plus libre et jouer au ballon en laissant ce numéro. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, Cavani, tu as posé une question très, très intéressante. Oui. Est-ce que moi-même, quand j'ai appris qu'il allait porter ce dorsal, je me suis dit, est-ce que c'est une décision personnelle ou bien c'est l'équipe parce que Cavani, quoi qu'on dise, c'est un grand joueur, un joueur de grand talent. C'est clair. Mais reconnaissons que Cavani est en train de finir et porter ce dossard-là à ce moment. Est-ce que ce serait pas aussi une nouvelle motivation pour lui? Bon, c'est tout ce que moi je lui souhaite, c'est que ce soit une motivation pour lui, pour qu'il apporte beaucoup à cette équipe, parce qu'on attend beaucoup de lui. Mais si jamais il n'arrive pas à être à la hauteur, ce sera compliqué pour l'équipe et pour le joueur lui-même. Eduardo Agbetou, aujourd'hui, on a l'impression que porter un maillot avec un dossard particulier, c'est quelque chose de spécial. Vous avez des joueurs qui portent des 2, il y en a qui portent des 4, il y en a qui aiment le 10. Ah oui. Mais à United, il y a ce 7-là, on a l'impression que c'est un numéro fétiche. Dans cette équipe. C'est comme entre-temps, avant le vrai faux départ d'un certain Lionel Messi, on aurait appris que Martin Braithwaite aurait réclamé le dossard 10. Oh là là. Imaginez tout simplement ce que ça pourrait donner. Mariano Diaz a essayé de porter le 7 au Real Madrid. Nous avons vu ce que ça a donné. Voilà. Un certain Lingard également. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui se cache derrière les dossards de façon spirituelle? Bien évidemment, de façon spirituelle au niveau de ces grosses stars, de ces grandes figures, des figures de proue d'une certaine équipe que nous
parlons de Manchester United, les Red Devils. Et à un moment club le plus tité d'Angleterre. Oui, ça, il faut le reconnaître. Et le plus riche du monde à l'heure où nous parlons. Donc c'est dire aujourd'hui qu'il ne porte pas ces dorsats ou bien ce dorsat qui veut. Eric Cantona l'a porté avec la colle relevée. Oui. Vous avez vu tout ce que ça a donné derrière. Donc, vous venez dans une équipe, quand on vous propose ces genres de dorsats, vous devez être à même de dire, ah non, là, c'est celui qui l'a porté était bien meilleur que moi. Par respect. Par respect. Je ne pense pas véritablement égaler ou bien être de cette trempe avec Edinson Cavani, mais quand même, ne nous voilons pas la face. Oui. Il est obligé. Alors nous parlons de marquer but sur but quand on sait qu'un certain Manchester United peine à marquer dans des matchs où oublier la Vous pensez qu'il a une grosse responsabilité? Il a une grosse responsabilité. Il a une grosse responsabilité de pouvoir porter cette équipe-là et ça va commencer peut-être face à son ancien club, au Paris Saint-Germain. Et là, il a obligation de résultat à chaque journée de pouvoir marquer alors qu'un certain Edinson Cavani est finissant, comme l'a dit Fifi. Et il y a les blessures également qui n'épargnent pas Edinson Cavani. Et Memphis Depay est passé par là, le dossard 7 derrière, des blessures à répétition. Finalement, je veux partir parce que je n'en peux plus. Donc, c'est dire que c'est spirituel en quelque sorte. Vous ne pourrez pas comprendre parce que c'est ça aussi la magie du football. Dans certaines équipes, c'est ça aussi le charme de quand on vous parle de Manchester United, quand on vous parle du Real Madrid, le vestiaire et tout ça. Ce sont des trucs qui comptent énormément dans la carrière. Le talent ne vient pas là-bas tout simplement pour faire quoi que ce soit. Vous devez avoir une personnalité, un charisme pour dominer cette pression énorme, énormissime. Et les supporters qui sont là, attention Edinson Cavani. Je me plains déjà. Ça va aller. Attention. Oui, il faut lui accorder le bénéfice du doute. Il ne faut pas faire Scholes. Scholes a descendu à un peu, on va dire, casser le joueur. Oui. Mais c'est quand même un choix surprenant. Oui, surprenant. Qui divise, mais il a quand même le bénéfice du doute par rapport à tout ce qu'il a eu à faire dans sa carrière. Il aurait préféré Erling Braut. On peut lui donner le bénéfice du doute. Alors, on va s'arrêter là. On va donner également la parole aux auditeurs, même si on a encore 3 voire 4 petites minutes avec la bénédiction d'Anas. On va permettre aux auditeurs de nous appeler 92 03 60 31 97 24 26 deux fois. Il y est déjà là le premier. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, Faustin, comment vous allez? Ça va bien, j'espère. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Moi, ma question d'abord, même si ma femme a perdu, c'est pas un souci. D'accord. Je m'adresse à Man. Ils ont un attaquant nigérien là, ils ont mis Saoué et ils sont venus Cavani. Vous parlez de Odion Igalo? Oui. Je ne sais pas, apparemment il doit être là, il doit être là, Odion Igalo. On entend des gâchis. Oui. C'est pas sérieux. N'est-ce pas? Mais le gars en train de faire les erreurs. Cette année, on fait les erreurs, on laisse Paris seul, donc on risque de payer sa cache. Bon, on a aussi remarqué que difficilement les Africains ont réussi à Manchester United. À part Quinton Fortune, le Sud-Africain, bon, les autres ont eu tellement de difficultés. On ne sait pas pourquoi. Il y a quelqu'un d'autre. Bonjour, auditeur. Oui, bonjour. Vous allez un peu parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Ok, c'est l'abbé de Soubosto. Oui, l'abbé, comment ça va? Allez-y. Moi, j'ai toujours déploré comment Zinedine a fait ses choix. Oui. Dans l'espace député avec les yeux au milieu du terrain, on a vu ce que ça a donné. Ok. Je continue toujours de s'entêter. Je ne sais pas avec sa tête rasée là. Calmez-vous. L'abbé, on se calme s'il vous plaît. On se calme. C'est Zizou quand même, c'est Zizou. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Quand vous gagnez, vous avez fait quoi? Derrière l'abbé, on va prendre un autre auditeur. Bonjour. Auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Vous êtes là? Auditeur en ligne, vous êtes en direct, hein? Ah oui, apparemment, il n'est pas justement en symbiose avec nous. Il peut toujours nous revenir. On a encore 2 petites minutes pour passer du... Allô? Il est là? Allô? Allô, oui, bonjour, Joël. Et un bonjour particulier à Edouard. Oui, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Oui, juste pour vous dire que Manchester peine à marquer. Oui, mais on est en train de regagner petitement. N'oubliez pas même pas que Manchester United, le dossard 7 à lui seul est une institution. Ah bon, d'accord, oui, c'est bien noté. Le match de demain, oui. Bon, Manchester United au Parc des Princes, on connaît déjà la suite. Bonne suite d'émission à tout le monde. Vous connaissez déjà la suite. Joël Aïe. Bon, oui, lui connaît la suite, nous on ne la connaît pas. Donc on attend de voir. Bonjour. Non, il fait référence au dernier. D'un résultat. Bonjour auditeur, bonjour. Ouais, bonjour grand frère. Oui, vous allez bien? Gérardson. Oui, ça va bien. Gérardson, allez-y. Ah ouais.
il y a un petit frère à la Maison Blanche. Oui. Nous avons joué une petite finale la fois dernière. Nous avons réussi à remettre les trophées aux petits. Ah oui, si les petits gagnent le Real Madrid, c'est un trophée pour eux. Aujourd'hui, c'est comme ça. Donc il y a un petit frère à la maison. Zidane est un peu chamboulé. D'accord. Mais c'est un peu ça. On va voir ce que ça va donner. Le devant, ça serait un peu difficile pour nous. Mais n'est-ce pas? On va faire tout pour pouvoir lever la tête. Pourquoi pas? Ce championnat-là, vraiment, il y a trop de surprises dedans pour tout. N'est-ce pas? Donc, merci. Je vous laisse. Okay. Et Fifi, on dit quoi? Ça va, et toi? Vraiment, ça fait bail. Hein. Il y a quelqu'un qui dit par rapport au dossard de Cavani qu'il doit ajouter un 9 à ce dossard. Ah oui, et ça doit faire 79 ou 97. C'est quand même méchant. Hein. De la 9 à Tikourou, c'est quand même méchant de ta part. On va prendre le dernier auditeur. Le dernier. Ah bon, je pense que c'est bon. On a fait le tour. Vous n'avez pas eu assez de temps aujourd'hui. On va se rattraper le lundi à venir justement pour que vous ayez autant de temps pour nous appeler dans l'émission Plateau Foot Europe. Avant de faire rapidement le tour de table, le top et le flop pour vous de week-end, Fifi, vous avez une idée rapidement? Pour le top? Oui. Bon, mes encouragements à Osimhen. À Osimhen, pourquoi pas? L'Africain, pourquoi pas continuer comme ça? Ah oui, ça c'est bien. Franck Lounyama, votre top ou flop? Le top pour moi, c'est quand même Lille face à Lens. Exactement. Très belle partie, très beau match. N'est-ce pas? Et le flop, c'est quand même Tottenham. Tottenham, ça je n'en doute pas. Edouard, le flop, le Real Madrid à domicile, c'est impardonnable. Oui. Voilà, c'est ça. C'est impardonnable. Alors, vous gardez la parole pour le tour rapidement. Merci à vous. Merci à ceux qui nous ont appelés et qui nous ont reçus depuis chez eux, de partout dans le monde quand même. Ça a été un ravissement de pouvoir partager le plateau avec les inconditionnels. On se donne rendez-vous prochainement. Tout à fait. Fifi Assogavi. Non, tout juste dis bonjour et bonne semaine à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Et en tout cas, la Ligue des Champions revient cette semaine. On va se régaler. Merci beaucoup. Franck Lounyama. Oui, salutations particulières et félicitations à Kenneth Lounyama. Ah oui, félicitations à lui justement. Au bac. C'est bien. Et merci à tous ceux qui nous suivent avec cœur et dévouement. Voilà. Excellente semaine. Merci infiniment à tous. Armel Prince-Ouaba nous suit. On le salue également. On salue tous ceux qui sont sur la plateforme Fan PFE. Merci Anas, merci Elom Adovan. Zarif du côté justement il est très loin quelque part. Bonne semaine, à très bientôt. Ciao.